Continuons à parler des personnages. Alors, je l'ai déjà brièvement mentionné, mais il y a une chose qui est, enfin même deux, qui sont particulièrement importantes pour définir vos personnages. Ce sont leurs forces et leurs faiblesses. Surtout leurs faiblesses. Pour parler de ça, pour l'illustrer, on va prendre un exemple que j'aime particulièrement et que je trouve très évocateur. C'est Buffy. En français, Buffy contre les vampires, Buffy the Vampire Slayer. Buffy est un personnage, et une série, mais vraiment un personnage très bien réussi et très intéressant. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Buffy, c'est ce qu'on appelle une chasseuse de vampires. Donc toutes les générations, il y a une jeune femme qui devient élue, c'est magique, et qui se retrouve à lutter contre les forces du mal. Donc qui est la représentante des forces humaines contre le mal, et qui gagne des super pouvoirs, un super instinct, et voilà. Donc cette tueuse de vampires, dans l'histoire, c'est Buffy qu'on suit de l'adolescence. Elle commence à 16 ans et puis elle doit finir à 24-25 ans pour la série télévisée. Et après, ça continue sur des comics dont j'aurais plus de mal à parler parce que je ne les ai pas lus. Donc, Buffy est un personnage très ambivalent parce que c'est vraiment l'héroïne de la série. Donc c'est une jeune femme qui pour le coup défie les stéréotypes parce que la série commence un peu comme ça, avec une jeune fille blonde lycéenne qui dans n'importe quel autre film serait la victime numéro 1 parce qu'elle remplit parfaitement ce stéréotype de la jeune fille qui se fait tuer au début du film. Et donc on se retrouve avec ce personnage donc, du coup, qui commence déjà par défier les stéréotypes, c'est chouette, on l'a vu, et qui est très forte, qui arrive à lutter contre les vampires, contre les démons, parce qu'elle se bat très bien, elle est intelligente, c'est une stratège aussi. Donc tout au long de la série, elle se bat contre les forces du mal vraiment. Parfois c'est plus ou moins difficile, mais elle s'en sort toujours parce qu'elle est à la fois très douée et intelligente. Mais donc ça, ce sont pour ses forces. Et ces forces permettent de résoudre un grand nombre d'intrigues, parce que souvent ce sont les ennemis, les antagonistes des épisodes, sont des personnages surnaturels, et il lui faut ses forces pour pouvoir les vaincre. Donc ces forces lui permettent d'avancer dans l'intrigue et de triompher, donc de vaincre le conflit, de vaincre les antagonistes et d'arriver à son but. Mais elle a aussi des faiblesses, et ces faiblesses sont beaucoup plus intéressantes, je trouve, que ses forces. Parce que si on s'arrêtait à ses forces, et si on s'arrêtait à un personnage, oui, d'accord, elle se bat contre les vampires, et puis elle les tue, et puis voilà. Ce serait pas forcément intéressant, et même si on avait des antagonistes qui apparaissent régulièrement, oui, et alors ? Et c'est quoi l'intérêt du récit de cette histoire? Alors déjà, on a dit elle est humaine, donc c'est-à-dire que Buffy peut mourir, peut être blessée. Elle est plus forte que la plupart des démons qui arrivent, mais parfois, il y en a qui sont plus costauds qu'elle, qui ont des pouvoirs et qui peuvent la mettre en danger. Donc il y a ce côté-là où elle n'est pas toute puissante non plus, ce qui permet de créer tout de même une certaine pression et un certain stress, donc que le conflit ait des enjeux. C'est parce que c'est important qu'elle risque quelque chose, parce que si on était sûr à chaque fois qu'elle triomphe facilement, ce ne serait pas spécialement intéressant. On sait qu'elle va triompher, c'est le cas de toute série, et puis de toute façon on est quelque peu spoilé quand on commence aujourd'hui, vu qu'il y a eu cette saison, on se doute bien que voilà, ça va durer un certain temps. C'est comme James Bond, on sait qu'il ne va pas mourir à la fin d'un film, mais ça n'empêche d'avoir du conflit, d'avoir de la difficulté. Et cette difficulté est provoquée par ses faiblesses, donc le fait qu'elle soit humaine,
et qu'elle soit pas aussi spécialement bien entourée, c'est qu'elle est quand même avec... il y a plusieurs personnes qui l'aident et qui sont des lycéens plus ou moins banals autour d'elle. Et du coup, elle doit souvent risquer sa vie pour les protéger, et ils la mettent plus en difficulté qu'ils ne l'aident. Si elle était seule, parfois elle se sentirait beaucoup mieux. Donc ça, ce sont ses faiblesses. Mais là encore, si on s'arrêtait juste là, ce serait pas plus intéressant que par exemple un film comme Underworld, où on a ce côté très, très lisse d'un personnage qui, oui, est costaud, a quelques petites faiblesses, et puis on s'arrête là. On ne peut pas s'arrêter là pour faire un personnage vraiment réussi. Et ce qui fonctionne particulièrement chez Buffy, c'est que ce n'est pas le fait qu'elle se batte contre les créatures du mal, ce n'est pas le fait qu'elle soit humaine et que ces créatures du mal soient un danger pour elle, ce n'est pas ça qui compte vraiment dans l'histoire et qui fait que ça fonctionne. Alors, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'elle a beaucoup d'autres faiblesses, plus psychologiques, sociales. Donc déjà, Buffy commence à 16 ans. Elle vit avec sa maman, et il y a ce côté où tout ce qu'elle fait est secret. Elle ne veut pas que sa mère le sache, ça ne doit pas être découvert, elle doit vivre dans le secret. Ce qui fait plein de situations conflictuelles, parce que Buffy se retrouve régulièrement à devoir sortir en pleine nuit, parce que les vampires sortent la nuit, mais en même temps c'est une étudiante qui doit réussir ses études et qui a la pression familiale. Donc comment est-ce qu'elle fait pour justifier qu'elle sort toutes les nuits, comment est-ce qu'elle fait pour justifier qu'elle est aussi fatiguée le lendemain, comment est-ce qu'elle passe ses examens dans ces conditions, comment est-ce qu'elle noue des relations, comment est-ce qu'elle fait pour à la fois avoir une vie de jeune fille, puis de jeune femme, et être cette tueuse et porter sur elle toute cette responsabilité, parce qu'elle est la seule. Et si elle échoue, le monde meurt. Chaque saison, la plupart des saisons, les antagonistes sont vraiment dangereux, et si elle ne les vainc pas, si elle n'agit pas contre eux, c'est le monde qui s'arrête. Et c'est les humains qui disparaissent. Donc elle a une responsabilité énorme, mais en même temps, elle a toute sa vie, comme on disait, de jeune fille, et c'est pas évident d'avoir une vie de jeune fille tout court, parce que c'est une adolescente qui vit sa crise de l'adolescence, mais avec des responsabilités qui sont bien au-delà de ce que toute adolescente pourrait avoir. Et donc, on la voit qui essaie d'avoir un petit copain, forcément c'est pas toujours le bon, qui galère forcément à l'école parce que c'est pas évident, qui est quelque part ostracisée aussi parce que elle voit des choses, elle vit des choses que les autres ne peuvent pas comprendre, ce qui fait qu'elle se retrouve de plus en plus à part. Et sa relation avec sa mère est compliquée. Elle a aussi un sentiment d'abandon vis-à-vis de son père, parce que ses parents sont divorcés. Donc ce sont des choses, là où on creuse, qui sont beaucoup plus faciles pour l'identification du spectateur. Parce qu'en tant que spectateur, on aura beaucoup de mal à se mettre à la place de quelqu'un qui lutte tous les jours pour sauver le monde. C'est pas quelque chose qui nous arrive régulièrement. Certains aimeraient bien, ce n'est quand même pas notre quotidien. Alors je ne dis pas qu'il faille écrire du quotidien pour intéresser un lecteur ou un spectateur, mais ça ne fait pas d'identification, ça ne permet pas au spectateur de se projeter et d'avoir vraiment de l'empathie avec Buffy. Et même ses faiblesses, on va dire physiques, ne le permettent pas. Par contre, avoir une jeune fille qui doit hésiter entre avoir une heure de colle ou risquer de décevoir sa mère et de voir de se faire gronder en rentrant, et même plus que ça, parce que de vraiment voir la déception, c'est pas juste, c'est pas superficiel en fait, c'est beaucoup plus profond que ça quand c'est traité dans la série, ce qui fait que c'est bien traité, parce que on ressent tout le poids des responsabilités d'une jeune fille qui doit grandir et qui doit réussir dans sa vraie vie, et en même temps que sa vie nocturne est complètement décalée et l'empêche véritablement d'être heureuse. Et c'est tout ça qui nous permet de vraiment comprendre
la solitude de Buffy. Et finalement, cette série, quand on creuse, elle traite de beaucoup de thèmes de l'adolescence, parce que là je vous parle du personnage principal, mais les personnages secondaires passent tous aussi par des difficultés que beaucoup ont déjà vécues parmi vous, qu'elles soient à un niveau ou à l'autre, mais toute la difficulté de grandir, de passer de l'âge de l'enfance à l'âge adulte par l'adolescence, c'est un thème universel et qui est toujours aussi important et qui, bien traité, a vraiment de l'intérêt. Et c'est particulièrement bien traité dans Buffy, où il y a toute cette métaphore du mal, mais qui représente quelque part les difficultés aussi à s'adapter à la vie adulte et s'adapter aux responsabilités. Donc on a tout ça qui fait qu'on ne peut que comprendre Buffy. Et au final, derrière cela, il y a ce personnage qui sombre peu à peu dans la dépression, et on se retrouve avec Buffy qui est de plus en plus déconnectée du monde, de ses amis, de ses parents, et cette déconnexion qu'elle n'arrive pas à exprimer avec les autres, qui ne peuvent pas la comprendre parce que sa vie est trop différente, et qui finalement lutte quelque part pour ne pas se laisser complètement engloutir par une mélancolie qui est exacerbée au fil et à mesure des saisons. Ce qui rend le personnage très touchant. Et quand on ne connaît pas la série de loin ou qu'on a vu un épisode, on a l'impression que c'est une série avec un petit peu de combat et d'une gentille contre des méchants. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et c'est ce qui rend toute la richesse de ce personnage. Et c'est ce qui fonctionne vraiment. C'est que c'est un personnage tout en nuances, tout en failles et tout en faiblesses. Et les failles et les faiblesses de vos propres personnages sont fondamentales pour réussir votre histoire et réussir vos personnages. Parce que ce sont ces failles-là qui pourront alimenter toute l'histoire et vous donner beaucoup de matière pour pouvoir faire vivre du conflit à votre protagoniste. On en revient à cette notion du protagoniste, le personnage qui vit le plus de conflits. Et c'est le conflit que vit Buffy. C'est le conflit, c'est vis-à-vis d'elle-même, c'est vis-à-vis de ses difficultés, de ses souffrances, plus que vis-à-vis des vampires, malgré le titre de la série. Donc c'est ça qui fonctionne très bien. Il y a un autre exemple qui est connu aujourd'hui, c'est dans la série Game of Thrones. Il y a un personnage qui plaît beaucoup, parce que c'est un personnage qui cumule que des faiblesses et des handicaps. Je parle de Tyrion Lannister. Donc Tyrion Lannister, qui est un nain difforme qui est né dans une famille noble et qui est au pouvoir, et qui du coup, bien que très intelligent, il souffre constamment du rejet, de l'humiliation qu'il a vécu toute sa vie. C'est un alcoolique notoire, désabusé, idéaliste mais cynique à la fois. Donc c'est un personnage qui est tout en subtilité et qui est pathétique vraiment. Et pourtant c'est l'un des personnages préférés de la série. Il n'est pas préféré de la série ou de la série, que ce soit les livres ou les films. Pour le coup, il est très bien fait dans les deux médias. Mais si ce personnage fonctionne, ce n'est pas parce qu'il est très intelligent. On le voit dès le début que c'est un personnage qui est rusé, qui est intelligent. Donc des fois ça débloque l'intrigue, il a des bonnes idées, ça aide. Mais il y a d'autres personnages qui sont très intelligents dans la série, notamment son père. Son père est tout aussi intelligent et pourtant il est antipathique au possible. C'est un personnage qui est haï et détesté, mais qui n'a pas vraiment de failles, enfin qui en a une ou deux, et qui permettent quand même d'en faire un antagoniste intéressant, mais c'est pas un protagoniste, parce qu'il n'a pas toutes ses failles et toutes ses faiblesses qu'a Tyrion. Et Tyrion attire la sympathie en étant ce personnage complètement déchiré par la vie et à fleur de peau. Dans un autre récit de fantasy, on a aussi ça. Je n'ai plus le titre, mais il s'affichera juste ici. Il y a un personnage qui s'appelle Golotka, et qui est un personnage particulièrement réussi dans ce livre. C'est un ancien bretteur, donc un duelliste, qui a été fait prisonnier par l'ennemi. Marcher est une épreuve pratiquement insurmontable. Et on a ce personnage qui décrit
dans le texte qu'il doit descendre la tour parce qu'il a un rendez-vous avec tel noble et que c'est une horreur, que ça lui fait mal de partout. Il a été défiguré, enfin bref, c'est le personnage, mais pathétique, mais qui en même temps, lui aussi est intelligent et est un personnage qui a du répondant, qui a un certain humour à froid, et ça fonctionne, ça en fait un personnage qui est pas évident, qui n'est pas celui auquel on penserait de base. C'est même pas un personnage gentil, c'est juste un personnage, tout lui est mis, tout est mis contre lui en fait. Hein. C'est le personnage qui doit garder une forteresse un peu perdue, on l'a mis là au placard, et qui se retrouve à devoir empêcher une invasion, et alors que personne ne lui envoie de renfort parce qu'on imagine qu'il va juste jamais s'en sortir. Donc c'est vraiment le personnage qui est abandonné de partout. C'est le principe, j'en ai parlé, de l'underdog ou du challenger. C'est le personnage, c'est perdu d'avance, il ne peut rien y faire, et pourtant il va tout faire pour s'en sortir malgré tout. Et ça, c'est le genre de personnage qui fonctionne vraiment et qui touche le lecteur. Et un personnage avec beaucoup de faiblesses, beaucoup de failles, va fonctionner et va attirer l'empathie du lecteur, va permettre l'identification. Que ce personnage soit gentil, je mets des guillemets parce que je n'aime pas cette notion morale, soit gentil ou méchant en tout cas, peu importe ses valeurs morales, peu importe le pourquoi du comment, c'est un personnage qui, par ses faiblesses, va vivre beaucoup de conflits. En fait, on voit que pour faire un bon protagoniste, il faut lui donner de la matière. Et la matière pour de la difficulté, ce sont des faiblesses. Donc, parce que si tout vient de l'extérieur, tout vient de l'antagoniste, déjà d'une, ça a fait que pour vous, il faut un antagoniste particulièrement réussi pour que le protagoniste qui soit plein de force ait des difficultés, et il faut toujours faire la surenchère pour que chaque scène soit plus difficile, et on se retrouve avec quelque chose qui est classique dans certains mangas notamment qu'on appelle les shonen, et où d'épisode en épisode, les adversaires sont de plus en plus forts et sont de plus en plus dangereux, et finalement le héros qui était déjà très costaud, il se retrouve, ah bah mince, j'étais pas le plus costaud que ça, et il doit se réentraîner, et il doit redevenir plus costaud, et puis il arrive, et puis voilà, et c'est un cycle sans fin qui peut fonctionner, mais qui peut être qui peut être dommage et ne pas marcher aussi bien que d'avoir un personnage qui, au lieu d'avoir forcément un antagoniste ou des difficultés qui viennent de l'extérieur, soit lui-même en difficulté par rapport à ce qu'il est, et que ce soit difficile, et que les difficultés viennent de lui et de sa personnalité. Alors, c'est quelque chose que moi je fais aussi dans les textes que j'écris. C'est par exemple dans Isulka la mageresse, on a les deux premiers chapitres, on a des présentations des deux protagonistes, parce que j'ai deux protagonistes dans mon récit, un protagoniste principal et un secondaire. Et je les mets tout de suite en difficulté, mais en difficulté qui n'est pas une difficulté liée à leur force ou liée à un antagoniste, qui est juste une difficulté liée à leur faiblesse et à leur mauvais choix. Par exemple, Isulka est une jeune femme au 19e siècle qui gagne sa vie en faisant des spectacles de magie, parce que c'est une vraie magicienne, enfin une mageresse du coup, et qui est capable de faire des sorts extraordinaires, mais qui ne le fait pas spécialement parce qu'à Paris c'est plutôt voyant. Donc on se retrouve avec ce côté secret malgré les pouvoirs. Et c'est une joueuse, elle parie beaucoup d'argent, plus qu'elle n'en gagne. Et la première scène, c'est son bookmaker, son créancier, qui vient la voir en lui disant « il va peut-être être temps de rembourser ». Et ça commence par du conflit comme ça et de la difficulté. C'est de la difficulté qui n'existe que parce qu'elle a cette faille, parce qu'elle est joueuse, que parce qu'elle ne se contrôle pas, et elle se met dans une difficulté d'elle-même. C'est pas un personnage qui est particulièrement effrayant, le créancier, il est un petit peu, mais c'est pas un antagoniste très fort en tant que tel, c'est un bandit très commun, mais elle s'immisce dans la difficulté d'elle-même par ses faiblesses. Et moi, ça m'a donné de la matière pour lancer le récit. Chez Pionnet,
Lui, c'est une autre chose. Il commence le récit avec une maîtresse d'un soir, parce que c'est un jeune, enfin c'est un bellâtre italien qui aime bien les jolies femmes. Et bah là, cette jolie femme était mariée à un colonel de dragons, donc un groupe militaire parisien du coup important, et il se retrouve à devoir courir dans les rues de Paris poursuivi par des dragons. Par sa faute, il ne se sera jamais retrouvé face à ces militaires normalement. Ce ne sont pas des antagonistes particulièrement forts non plus. Et donc vous voyez comme avoir des personnages qui ont des faiblesses permet de nourrir votre récit par la suite, bien plus que leurs forces. Il leur faut des forces, quelques-unes, qui puissent leur permettre de surmonter le conflit et surmonter les difficultés. Mais plus les difficultés viennent de leurs faiblesses, plus c'est intéressant et plus c'est facile pour vous d'en rajouter et d'en mettre, et d'alterner aussi les sources de conflit pour que votre antagoniste n'ait pas sur lui toute la charge du conflit que vivra votre personnage, votre protagoniste tout au long de l'histoire. Bien sûr, tout ce que je dis vaut pour les personnages principaux, les protagonistes, mais ça vous permet de creuser tous les personnages secondaires à un niveau ou l'autre. Bien sûr, le personnage que vous croisez juste une fois, il aura peut-être moins de défauts parce qu'il sera plus en surface, sans tomber dans le stéréotype, mais ça vous permet quand même de creuser beaucoup de personnages. Et donc c'est ce que j'aimerais vous faire réaliser, c'est que pour faire des personnages vraiment réussis, qui vivent beaucoup de conflits, donc qui sont des bons protagonistes, il leur faut des faiblesses, des faiblesses, des faiblesses. Sans tomber dans l'excès, dans l'exagération bien sûr. Mais, quoique, parfois même des faiblesses qui sont exagérées peuvent fonctionner. Je vous disais le personnage de Lotka tout à l'heure, il a énormément de faiblesses, quoi. Il n'a rien pour lui à part qu'il n'est pas trop idiot. Et pourtant, c'est un personnage qui est formidable et qui fonctionne. Et voilà, c'est je pense, un des fondamentaux pour réussir vos personnages.